Alors, Voilà. Donc je vais effectivement, comme le précisait Anne, positionner un petit peu le sujet sur un angle sociologique, mais avant ça, je voudrais faire le lien avec la question qui est celle du fil rouge aujourd'hui, à savoir comment la technologie peut-elle accompagner ou transformer notre humanité. Alors pour prendre cette question d'abord au sérieux, je voudrais très rapidement qu'on dise en quelques mots ce que c'est que l'humanité. Quand on pose cette question-là, en fait, c'est l'idée de caractériser des traits, qui sont des traits spécifiques de l'humain. Qu'est-ce qui est proprement humain? Et dans le proprement humain, il y a évidemment l'intelligence. Alors aujourd'hui, dans le contexte des machines intelligentes, on se dit, tiens, c'est quoi? En réalité, depuis toujours, l'humanité a été questionnée par rapport à l'animal, et c'est l'animal dont on a vu avec beaucoup de progrès récents des connaissances sur le monde animal qu'il était aussi beaucoup plus intelligent qu'on le croyait, beaucoup plus social par certains côtés qu'on le croyait, beaucoup plus sensible, et il y a des débats pour porter la cause de la souffrance animale de plus en plus. Donc cette question des frontières de l'humanité, j'allais dire, c'est une vieille question, et c'est une question d'actualité, pas seulement à cause de la technologie. Donc il faut la prendre au sérieux. Dans ces traits, il y a l'intelligence, mais il y a aussi la sensibilité, l'émotion, et puis il y a aussi classiquement tout ce qui est art, tout ce qui est des capacités symboliques. Pour les paléontologues, ce qui va faire la différence avec les hominidés non humains, comme on peut dire, c'est-à-dire ceux qui sont de l'autre côté de la frontière homme-animal, ceux qui sont du côté animal auraient moins de capacité, pas de capacité symbolique, pas de langage articulé. Alors le langage articulé, évidemment, avec les machines, aujourd'hui on va y revenir, mais ce sont des traits qui interrogent en fait qu'est-ce qui est proprement humain. Alors il y aura pas forcément un grand consensus de tous les paléontologues, mais en gros le langage articulé, la conscience, les fonctions symboliques et du coup tout ce qui est culturel, c'est vraiment ce qui va amener la définition du proprement humain. Donc la conscience de soi à la fois comme être biologique et culturel, c'est le premier trait. Le deuxième trait, et je pense qu'on l'entend beaucoup comme ça quand on pose cette question de est-ce que la technologie peut augmenter l'humanité ou transformer ou accompagner, on va revenir aussi sur ces termes, c'est de mettre ces technologies au service de l'humain. Et quand on entend cette proposition-là, on fait vraiment référence à cette question de la culture, et au-delà de la culture, peut-être même des valeurs humaines. Alors, c'est un bien grand mot. On est dans un contexte culturel où les valeurs universelles sont... on peut s'accorder sur un certain nombre d'entre elles. Donc pour prendre le plus petit bagage minimum commun, on va dire que voilà, accompagner les valeurs de l'humain, les valeurs humaines, ça va être promouvoir, rechercher davantage de liberté, davantage de sécurité, davantage d'expression, davantage de... toutes ces choses qui font notre espèce de pot culturel commun, sur lesquels, évidemment, dès lors qu'on doit les définir un peu plus, on ne va pas être tous d'accord. Surtout s'il faut les prioriser. Donc on voit bien que voilà, on ne peut pas demander à la technologie de trancher dans des débats sur lesquels l'humain a déjà du mal à trancher. Donc accompagner les valeurs de l'humain, ça veut dire aussi se poser ensemble ces questions des valeurs que l'on doit défendre ensemble. Donc pour un petit bagage commun, ce serait voilà, d'être respectueuse et pourvoyeuse de santé, sécurité, solidarité, liberté. On va mettre à peu près ces mots-là. Et du coup, se dire comment on peut accompagner ces valeurs-là. Alors, accompagner, j'ai choisi ce mot-là, on en avait discuté avec Anne, parce que augmenter, ça positionne tout de suite du côté plutôt de la dimension biologique, physiologique, cognitive des traits individuels, et beaucoup moins de l'aspect culturel. Parce que quand on parle de l'augmentation, alors il y a plusieurs courants dans le transhumanisme, mais c'est une allusion à ces débats portés par les transhumanistes. Ça met beaucoup l'accent sur l'idée qu'on va dépasser, par exemple, l'espérance de vie actuelle, qu'on va dépasser des capacités cognitives qui sont aujourd'hui dans telle enveloppe. Voilà. Et donc cette idée-là, c'est une idée spécifique de l'accompagnement de l'humanité. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise ou bonne, je dis juste qu'elle est étroite par rapport à celle que comprend la dimension d'accompagner l'humanité et ses valeurs. Parce que du coup, ça rabat trop sur cette dimension des possibilités, on va dire, biophysiologiques de l'humain. Voilà. Donc, la question positivement posée, c'est ça, c'est comment on accompagne
tout en s'adressant aussi bien à des humanistes qu'à des transhumanistes, comment la technologie accompagne l'humain. Et en fait, pour moi, l'important, et c'est ce qu'a souligné Anne tout à l'instant, hein, c'est qu'il y a une question implicite dans cette question-là. Il y a une dimension cachée qui est celle qu'au contraire, la technologie pourrait en quelque sorte freiner ou nous empêcher de développer nos capacités, nos traits proprement humains. Et c'est pas faut pas mettre j'allais dire la question sous le tapis, parce qu'effectivement elle est affleurante dans notre compréhension le simple fait de poser la question, on la pose parce qu'il y a des peurs en fait. Il y a des peurs. Alors il y en a toujours. On peut avoir une position de principe sur ces peurs et se dire il y aura toujours des peurs. C'est pas grave, on fonce. Ma position en tant que sociologue, c'est d'écouter aussi un peu toutes les parties, et quand on écoute les peurs, il faut aussi comprendre qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans ce tournant technologique d'aujourd'hui qui alimente ces peurs. Et je pense là sur ce point, c'est vraiment une complexification en fait du rapport entre l'homme de tous les jours et les machines avec lesquelles il interagit dans son environnement quotidien. En fait, cette profusion de machines complexes auxquelles on délègue des tâches de plus en plus complexes, ça repose d'une façon un petit peu spécifique la question de notre spécificité humaine. C'est-à-dire qu'à la fois au niveau des représentations, on se dit si les machines sont intelligentes, c'est quoi moi ce qui me reste comme intelligence? Est-ce qu'ils ne me prennent pas une partie de mes traits, ces petits zinzins-là, toutes ces machines, toutes ces complexités, est-ce qu'elles ne m'enlèvent pas mon trait, en fait de la même façon que si on s'aperçoit que tous les animaux sont plus intelligents que nous, on sera peut-être un peu moins humain aussi. Bon, mais là, c'est les machines qui nous grillent un peu la priorité. Elles ont des capacités d'apprendre, elles ont des capacités de réagir à nos émotions. C'est des choses qui sont vraiment très très proches de ce qui fait les traits proprement humains. Donc il y a une sorte de déstabilisation, et on voit effectivement dans les enquêtes que devant des machines les plus complexes et qui présentent le plus de traits assez humains, les humains se comportent comme s'ils étaient en face des humains. Ils commencent à avoir des formules de politesse. Et alors ils savent bien, il n'y a pas mais dans l'interaction, ils sont comme pris par un formatage d'une interaction humaine. Et ça, c'est important parce que, au-delà de la représentation, c'est ça que pose cette profusion d'outils dans notre espace de plus en plus quotidien. C'est que ça multiplie les interactions avec des machines qui ne sont pas humaines, mais qui nous permettent de faire un certain nombre de tâches, nous assistent dans un certain nombre de tâches, et donc il y a une multiplication de leur présence dans nos quotidiens. Ce qui est important, là, c'est qu'en fait, par rapport à... on n'a pas tant besoin d'une évolution de technologie pour en arriver là, c'est simplement que les technologies sortent des usines et des laboratoires pour être dans l'espace de la vie quotidienne, et du coup ce sont des humains ordinaires dans leur vie privée également qui sont en face de machines complexes, et pas seulement des ouvriers qualifiés, pas seulement des ingénieurs qui les fabriquent, pas seulement des gens qui ont des tas de compétences, mais aussi des gens très ordinaires qui sont dans leur quotidien, dans les interactions avec des machines complexes et intelligentes, mais qui quand même agissent en mode opératoire. Et ça, c'est très important, c'est que l'humain, dans sa façon de vivre son quotidien, il est sur différents plans en même temps. Il est à la fois opératoire, il essaye, et il est aussi sensible, il est aussi avec son imaginaire, il est aussi avec sa créativité. Plus on va multiplier dans nos espaces de vie quotidienne des moments où on va faire les tâches en mode purement opératoire, et plus on va priver l'humain d'une partie de ses dimensions. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est un peu la présence de cet écosystème complexe qui bouscule en quelque sorte les humains, parce que ils sont obligés d'agir de façon finalement assez machinisée. Et c'est un peu ça la difficulté, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas autonome, on est dans un système complexe qui n'en fait pas appel à notre intelligence, à notre créativité, mais qui va faire appel à une organisation fonctionnelle et opératoire des choses.
c'est là où on n'est pas tous égaux devant cette peur, hein, c'est que par rapport à ce mode opératoire auquel on est assigné dans les interactions homme-machine, ben, toutes les personnes qui ont, j'allais dire, la main sur la machine, hein, qui vont pouvoir d'abord la fabriquer, la comprendre, mais ensuite, après, éventuellement la rendre opérationnelle et éventuellement débrayer les systèmes, sont pas du tout dans la même position de peur que ceux qui sont dans des positions d'exécutants, qui n'ont pas la main pour débrayer les machines et qui sont dans l'interaction vraiment astreints au mode opératoire et pas créatifs et qui ne se mobilisent pas dans leur intelligence pour agir avec la machine. Donc on n'est pas tous égaux dans tous les moments de notre vie devant ces machines, et par moments on est en mode intelligent et humain et complexe avec notre intelligence devant une machine, et puis par moments on n'est pas du tout comme des humains devant les machines, mais plutôt un peu machinisés. On le voit très bien si on prend les études qui sont faites dans le cadre professionnel, hein, qu'il y a des tensions en fait en fonction de la capacité des humains à embrayer ou pas embrayer, à remettre en mode manuel, etc. Donc c'est ces questions-là aussi qui sont de pouvoir sur les machines qui sont en cause quand on a peur des machines, et c'est pas pour comment dire, seulement en rapport avec une image de science-fiction d'une machine qui prendrait le contrôle des humains, etc. C'est déjà dans le quotidien aujourd'hui, quand on observe les postes de travail, que ces questions de savoir quand est-ce qu'on peut débrayer ou pas débrayer par rapport à un système opératoire se posent. Et j'en sais quelque chose de ce matin à l'aéroport, je vous le raconterai éventuellement. Mais pour reprendre le fil rouge, du coup, cette question est importante en fait, de savoir comment la multiplication de ces machines complexes dans notre environnement quotidien va nous aider à développer notre côté humain plutôt que de nous en empêcher. C'est ça j'allais dire notre premier grand... Pour moi, la clarification de la question à partir de laquelle, effectivement, la sociologie peut essayer d'apporter son éclairage. C'est un éclairage parmi d'autres. Hein, je ne vais pas donner l'impression d'un cours... d'avoir une vérité là-dessus, c'est un éclairage, et je sais que vous allez entendre parler de façon beaucoup plus approfondie de toutes ces nouvelles technologies avec d'autres éclairages passionnants et plus techniques. Là, on va rester à un niveau plus vraiment de l'appréhension des usages. Donc le regard sociologique sur l'innovation, c'est